de la réalité du politique, eh ben, il y a des gens qui commandent et d'autres qui obéissent. C'est une réalité. Alors on essaie parfois de masquer ça derrière les idées de démocratie, de consensus, de participation. Mais en fin de compte, disait-il, il y a un moment donné, il y a un chef et il décide. Et il a pris, et on peut prendre l'exemple du bouton nucléaire. Il y a celui qui a le bouton, ben, c'est à lui de décider ce qu'il en fera, et il n'y a là pas la peine de mettre des frioritures, disons, philosophiques autour. C'est une réalité objective du commandement. Quoi. Et précisément, il commande, il oblige, parce qu'il protège. Allez raconter ça maintenant à votre inspecteur des impôts. Hein. Je ne paye plus mes impôts parce que je suis plus protégé. C'est une réflexion... Oui, à faire, mais protego ergo obligo, c'est ce qu'il y a là, derrière la relation commandement. C'est là qu'on retrouve d'ailleurs l'influence de Nietzsche. Oui. Chez Nietzsche également, il n'y a pas de société sans qu'il y ait une hiérarchie. Quoi. Alors, vous évoquez à juste titre l'idée de hiérarchie. Je crois que c'était une chose aussi très importante dans la pensée de Freund, et qui peut-être a fait aussi qu'il s'est opposé à certains courants. C'est que pour lui, le côté tout se vaut, tout est égal, on est copains, tout le monde est copain, tout le monde est ami, toutes les idées se valent, il faut tout accepter. Il refusait ça. Pour lui, il y a une hiérarchie des valeurs, il y a des valeurs qui sont les nôtres et que nous sommes légitimes à défendre. Il y a des valeurs qui sont supérieures à d'autres, et mettre tout dans une sorte de plan horizontal avec des motifs qu'il faut respecter toutes les cultures, toutes les opinions, respecter toutes les façons de vivre. Ça lui paraissait être une façon de désagréger en quelque sorte de faire des animaux politiques, des monades un peu atomisés comme ça. Et justement, lui, il regrettait, enfin, je pense qu'il aurait regretté, comment dire, l'effacement un peu du politique. Et aussi, j'ai oublié ma réflexion qui... Il y a peut-être... Oui, il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer. Là, on a dit qu'on discutait ensemble et qu'on allait même se disputer. Donc, pour le moment, c'est un peu calme. Le fait qu'il était sensible également au concept de décadence, oui, c'est tout à fait, ça vient également de Nietzsche d'ailleurs, car pour Nietzsche, effectivement, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le nivellement total, c'est un signe effectivement de décadence totale, où l'homme, en fait, devient plus rien, quoi. Je pense plutôt sur le terme de décadence, c'est amusant que vous ayez évoqué, mais je pense que c'est un combat idéologique, puisque c'est la réversibilité de l'idée de progrès, c'est-à-dire que c'est la courbe de Gauss, hein, l'idéologie du progrès, et la décadence, c'est la courbe inverse. Hein. Alors, sur l'aspect libéral, je ne sais pas ce que Julien Freund dirait à l'heure actuelle, je pense, monsieur, vous avez employé le terme redoutable de néoconservateur, etc., parce que la définition actuelle, si vous voulez, de mon sens, du libéral, dans sa mouture la plus extrémiste, la plus folle qu'on trouve du côté certain des Américains, c'est la poursuite, c'est la prêtrise de l'argent, quoi. Enfin, c'est la course au pognon. Et quand vous disiez que rien ne vaut plus rien, mais tout a un prix, c'est la conclusion que tirerait aujourd'hui Julien Freund et le mettrait à l'abri de toute approche de type libéral. Ce n'est pas un clerc de l'argent, ni des puissances d'argent, il s'en est toujours méfié, précisément puisqu'il s'est réfugié à Avillé pour fuir les mégalopoles et les métropoles. C'est la question que j'avais posée à Chantal Delsol à la conférence, justement, si entre son conservatisme supposé et le libéralisme aronien, un peu, dont il est héritier, il n'y avait pas une contradiction un peu insurmontable. Et parce que justement, le libéralisme a changé d'acception et à voir ce qu'on entend par ce terme. Et a évolué. Mais effectivement, dans des cas, il déplorait effectivement que la civilisation à laquelle il tenait, à laquelle il appartenait, n'était plus prête à se... On peut employer des grands mots, mais à se sacrifier pour sa propre cause. Et le
relativisme un peu ambiant lui aurait déplu. Et, oui, c'est ce que Nietzsche appelait le nihilisme. nihilisme, voilà, négation. Alors, j'ai connu M. Freund, professeur de philosophie en Caille, en 1955. Quoi. Et, oui, mais je suis bien aussi. Et ce que j'ai retenu en particulier, c'est son sens de l'humour. Il nous amusait effectivement souvent. Quoi. Et alors, quand on faisait des petits séjours dans les Vosges le week-end, on invitait nos profs quoi, de Caille, et donc M. Freund aussi. Et alors, il nous faisait rire parce qu'il imitait Hitler et Göring. Il nous parlait quoi, comme Hitler et Göring, vraiment de façon absolument incroyable. Quoi. Vous étiez où en Cagne, à Fustel ou à... Fustel. Ça, c'est une parcelle d'intimité. Parce que moi, j'ai encore dans l'oreille le rire de Julien Freund. Oui. Le rire tonitruant, sarcastique, etc. Notamment quand il récitait, je ne sais pas si vous l'avez pu entendre, quand il récitait cette citation de Machiavel, lettre à Vettori, vous savez, où il décrit, où Machiavel raconte sa journée, il se lève le matin, etc., mange à midi, travaille, etc., va voir les paysans alentour, le soir il rentre, va voir Bobonne, et c'est ensuite que ça commence, et Machiavel monte dans sa tour d'ivoire, un peu à la Montaigne, revêt ses ornements pontificaux, c'est-à-dire qu'il devait mettre une toge, une robe, etc., et interrogeait les anciens, et Machiavel poursuit, qui lui répond, et Julien Freund veut dire « Respondescent », et il éclatait de rire, enfin, c'était assez extraordinaire, mais c'est beau. Enfin, mais vous étiez parmi ses élèves. Non. Vous l'avez connu dans toutes circonstances. Moi, je l'ai connu à l'âge que j'ai actuellement. Non, je suis un disciple, mais je ne suis pas un élève, je n'ai jamais été enseignant. Je l'ai fréquenté dans des conférences auxquelles il participait. J'ai participé avec lui en 1986 au premier grand colloque qu'il y a eu sur Carl Schmitt, et nous avons exposé tous les deux. Et en particulier Julien Freund exposait sur le terrorisme et l'aspect de micro-bombe, c'est-à-dire que, outre le poignard, c'est-à-dire le microcosmisme de l'armement qui permettait de semer la terreur, etc. Prolongement de la théorie. Parce que Schmitt est mort en 85, c'est ça? Schmitt est mort en 85. Ouais, 86 le colloque. Non, c'est 93 Freund. Schmitt, pas Freund. Alors, on peut aussi peut-être évoquer justement cette université de Strasbourg qui a connu je vois, des personnages tout à fait remarquables, Simmel, Freund. Est-ce que Schmitt, est-ce qu'aujourd'hui Hippolyte aussi. Hein? Et Hippolyte aussi. Est-ce qu'aujourd'hui cette université est encore un lieu de débat aussi vivant, ou est-ce que finalement elle est devenue une annexe de Paris sans qu'il y ait plus cette originalité de pensée qui a peut-être existé à un moment donné Quand il y avait Nancy et la Coulabart, c'était pas mal les débats. Bah, je ne sais pas si je suis qualifié pour intervenir, mais en tout cas, il y a un professeur de droit là, que j'avais en philosophie du droit, Éric Moulin, donc qui a participé, je crois, aussi à des colloques éléments, je crois. Et la même anathème a été jetée un peu. Donc peut-être que les esprits n'ont pas évolué dans le sens voulu. Mais bon, après, est-ce qu'il y a toujours cet esprit à mi-chemin entre la France et l'Allemagne? Est-ce qu'il y a toujours cet esprit fécond, cet entrecroisement des cultures? Je ne pense pas. Ça, on en fait tous le constat. Julien Freund, est-ce qu'il aurait sa place aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un aurait sa puissance de pensée? Je ne sais pas. Je voudrais juste faire remarquer qu'on est boulevard de la Victoire. Si vous prolongez là-bas, vous arrivez rue Vauban, où il y a l'Arcadia, le bastion social, c'est-à-dire génération identitaire. Et ces gens-là se réclament effectivement de cette idéologie d'extrême droite, qui consiste effectivement à être pour leur peuple. Alors je ne sais pas si ceux-là sont pour le peuple français, je crois que c'est plutôt le peuple européen,
mais qui cassent la gueule des gens qui sont un peu bronzés ou qui sont communistes, évidemment. Voilà, ça c'est aussi la... Je ne dis pas que c'est Freund, mais je dis c'est élément, c'est l'extrême droite. Ils sont pas loin ici. Hein. La mairie de Strasbourg a demandé que le local soit fermé, mais c'est difficile. Oui, enfin, juste par rapport à ce que dit Marc tout à fait au début, moi je ne peux pas du tout qualifié pour intervenir dans ce débat. J'ai touché Saint-Freund, puisque j'ai suivi, c'était l'un des rares cours que j'ai suivi dans l'année 66-67, c'était un cours public sur les penseurs pré-marxistes. Pré-marxiste, toute la tradition en amont de Marx, les socialistes utopiques, c'était un cours tout à fait remarquable, passionnant et intéressant, et je pense qu'effectivement on doit porter au crédit de Freund le travail qu'il a fait de défrichage et de redécouverte de penseurs aussi importants que Max Weber, que Simmel aussi certainement, et même Carl Schmitt qui est un penseur intéressant. Ça fait partie du débat intellectuel et c'est absolument essentiel. Je pense qu'aussi on a tous des souvenirs de discussions et d'échanges relativement vifs avec, et c'était l'aspect, comment dire, sympathique du personnage, c'est-à-dire effectivement ce besoin d'aller au contact, de discuter. Par exemple, tout au long de mai 68, je collecte des souvenirs de mai 68. Eh bien, il y a de nombreux étudiants qui me parlent de Freund. Ils disaient ils venaient à la discussion, ils venaient à la confrontation, et c'est... alors pour moi, c'est peut-être pas sa conception de l'essence du politique, mais pour moi, oui. C'est-à-dire, c'est la controverse, le débat sur la place publique. D'ailleurs, il se mouillait, puisque le 16, quand il y a eu le grand débat autour de la question des examens, il s'est permis